Le cinéma fait semblant souvent d'avoir à choisir son camp. C'est-à-dire, soit on fait un film collectif, et alors c'est souvent un film politique, c'est souvent un film militant, etc. Parce qu'on dit, voilà, collectif, c'est la générosité, le politique, voilà. Et soit c'est un film intime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre l'intime et le politique. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Dans toutes les guerres, il y a des collaborateurs. Le sida a les siens. Ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans les PD, les toxicos, les prostituées, les prisonniers, dans l'indifférence générale. Années 90. Le virus du sida ravage le monde. Lors de cette décennie, l'épidémie va provoquer plus de 7 millions de morts, dont 800 000 personnes aux États-Unis et 200 000 en Europe. Aucun traitement n'est encore trouvé. Et dans la majorité des cas, les malades sont condamnés. 120 battements par minute, le troisième film de Robin Campillo restitue le combat que mène à cette époque l'association ACT UP contre le silence qui entoure cette terrible hécatombe. Aussi documenté que romancé, le film a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 2017. Il se concentre sur 3 activistes de l'association. Thibaut, le leader du mouvement, Sean, un militant de la première heure, et Nathan, un nouveau venu ignorant tout du militantisme. Nathan est une page blanche parce qu'il arrive en même temps que le spectateur dans le film. Le regard de la caméra est immersif à travers lui. Et c'est comme si c'était le spectateur. Il incarne le spectateur qui rentre dans l'association ACT UP. Nathan, on se disait, c'est le nouveau. Donc c'est celui qui arrive, donc c'est celui qui apprend. C'est presque un film d'apprentissage pour lui, parce qu'il va apprendre qu'est-ce que c'est qu'être en groupe. Il va apprendre qu'est-ce que c'est que retomber amoureux. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Ce que je fais dans la vie? Comme travail? Ah oui, c'est le moment où on doit se raconter les trucs professionnels et tout. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, laisse tomber. Vas-y. Mais je sais pas. C'est quoi ton métier? Bah, moi, de ma vie, je suis séropo, c'est tout. Voilà, comme ça se résume. Sean, c'est le leader, vraiment. Et le leader révolutionnaire. Celui qui est encore au-delà de l'organisation. Lui veut quelque chose d'extrêmement radical. Moi, je n'ai rien à foutre si le mec de la FLS s'est senti humilié ou si nos copains de Ed ont été choqués ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'État sache qu'on le fera chier tant qu'il n'y aura pas une vraie politique de prévention. Ok. On va essayer de pas faire trop long sur le feedback de l'action, c'est important. Oui, Non, mais, je sais, ok, je sais. Du coup, je comprends que tu sois un peu paniquée, Sophie, mais il n'y a pas le feu à la maison. Moi, mon personnage, c'est celui de Thibaut, donc, qui est le président d'ACT UP. Et en l'occurrence, mon personnage n'est pas malade. Il est séropositif, mais il n'est pas... il tient le coup. Il n'a pas 1000 effets secondaires à ce moment-là, 1000 maladies opportunistes. ACT UP, c'est un endroit politique assez rare et assez beau, où on interroge tout. On attaque et les pouvoirs publics et les entreprises privées qui ne jouent pas le jeu. On est vraiment dans de l'action. J'ai découvert ACT UP parce que je travaillais à la télévision. Je travaillais sur France 3, au journal télévisé, et que donc j'ai monté pas mal de reportages sur ACT UP. C'est vrai que quand je vois ces images, je ressens une espèce de rébellion. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film. C'est la seule manière de réagir à cette épidémie, c'est d'être là. C'est-à-dire d'arrêter de subir cette épidémie, d'en être des victimes, mais d'être des acteurs de la lutte et d'être ce qu'on appelle des activistes, c'est-à-dire de changer le rapport de force.
Pour inverser le rapport de force, Robin Campillo rejoint l'association ACT UP. Fondée en 1989, sur le modèle du mouvement américain créé par Larry Kramer, ACT UP Paris regroupe des militants principalement homosexuels et majoritairement séropositifs. Pour marquer les esprits et lutter contre l'inaction des pouvoirs publics, ils organisent des actions coup de poing, appelées ZAP, et inventent une nouvelle forme d'activisme. Je crois que la manière de militer d'ACT UP est complètement nouvelle par rapport à l'histoire militante française. La visibilité était fondamentale pour nous, c'est-à-dire le fait de manifester dans les rues à visage découvert. On incitait vraiment les personnes séropositives à participer à des manifestations. C'est cette banalisation de la visibilité qui a permis de débloquer une grande part de peur vis-à-vis de cette maladie. Le génie politique de l'estrade, c'est d'avoir vraiment pensé cette manière de rendre visible enfin cette maladie, parce qu'en fait, ce qu'on ne voyait pas, c'était les malades. Silence égale mort, c'est un slogan qui dit à partir du moment où on cache le fait qu'on est séropositif, qu'on cache le fait qu'on soit malade, le fait qu'on n'en parle pas aux amis, à la famille, eh ben, on contribue à la mort. Donc, nous, on était dans une idée qu'au contraire, il fallait le clamer. Le slogan « Silence égale mort », je pense qu'il disait aussi le silence des laboratoires, des pouvoirs publics, conduisait à la mort de nombreux individus. C'est aussi ça qu'ils essayaient de démontrer. Et que ça suffisait du silence, ça suffisait d'essayer de gagner du temps. Il fallait aller aux actes, il fallait prendre des décisions. Toutes les actions étaient faites pour l'œil médiatique. Par exemple, on avait des responsables médias et on savait comment les médias allaient digérer ce qu'on faisait. On jouait avec les médias, on jouait avec les images. Il faut quand même être honnête. C'est qu'on ne faisait pas les actions pour qu'elles restent confidentielles. Il n'y a pas de limite chez ACT UP. C'est pour ça que ce groupe faisait peur aussi aux hommes politiques. C'est pour ça qu'ils ont été entendus, parfois pas, parfois pas assez. Mais c'était un groupe qui n'avait pas peur de passer à la télé en direct et puis de se mettre à hurler d'un seul coup. Le dying est vraiment apparu en France à travers ACT UP. C'est pas singer la mort, mais en tout cas de la représenter face aux médias. Et c'est évident que plus il y a de gens par terre, et plus le symbole est fondamental. La scène de 120 battements par minute, qui montre un dying, elle est vraiment très émotive. Nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie, aux drames personnels et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable de s'organiser et d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. C'était mouillé par terre, enfin, c'était pas forcément quelque chose de drôle. Il fallait avoir le courage de faire ça. Je crois que c'est une école de la désobéissance civile. Donc forcément, c'est quelque chose qui marque les gens pendant le reste de leur vie, en fait. Ils peuvent dire « je suis passé par ACT UP ».
Quand je rentre à Act Up, je rentre pas en me disant je vais faire un film sur Act Up, je rentre à Act Up vraiment parce que je suis en colère. Mais je me mets dans une drôle de position par rapport au groupe, c'est-à-dire que dans ma tête, j'enregistre tout. Je bois tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui se passait entre les gens, l'électricité. Les courants alternatifs, les tensions, le désir. Et que d'un seul coup se recompose dans ma tête une espèce de possibilité de mise en scène, mais parce que nous produisions aussi de la mise en scène à l'époque. Il y avait à la fois de la sincérité, de l'authenticité et de la théâtralité. Et que ça tourne dans ma tête et que ça reste, etc. Et qu'en fait, après Act Up, quand je m'en éloigne un peu, mais c'est vraiment à la fin des années 90, je repense à ça, mais ça n'arrive pas à surgir en tant que film. Quand on écoute Robin parler de 120 battements par minute, il dit que ce projet était en lui depuis très longtemps et peut-être depuis le début de l'épidémie et ensuite il a fait l'IDEC et peut-être qu'il est allé chercher le cinéma pour pouvoir un jour raconter ce film-là. Et je crois que c'est un jour, j'étais avec ma productrice Marie-Ange Luciani et quelques autres amis, il y avait aussi le producteur Hugues Charbonneau qui était là. Et je lui dis, j'ai un film qui traîne dans un coin de mon cerveau. Et elle me dit, il faut faire ça, alors que j'avais un autre projet de film que je n'ai toujours pas fait. J'arrêtais pas de leur dire, il faut en faire un film, c'est le film. Et Robin me disait, mais c'est là depuis longtemps, mais j'ai peur, j'y arrive pas. J'ai peur des fantômes, j'ai peur du retour des fantômes, parce qu'évidemment, c'est une plongée dans son intimité, dans celle d'un groupe. C'est une histoire assez personnelle. Et ça coïncidait à un moment où se mettaient en place les Nuits debout sur la place de la République. On a vu comme ça des jeunes se réunir, essayer de parler ensemble, de prendre la parole, de construire un mouvement, de construire un collectif. Et là, on s'est dit, c'est peut-être le moment d'y aller, parce que, en plus d'un film qui parle du sida, évidemment, c'est aussi un film qui parle de collectif, de politique, de qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, qu'est-ce qu'on fabrique ensemble. Ensemble, le rapport aux autres. C'est le fil rouge du cinéaste Robin Campillo. Dans son premier long métrage, Les Revenants, il évoquait déjà le traumatisme de l'épidémie du sida, à travers le retour en masse d'un groupe de disparus. Un film fantastique, suivi 9 ans plus tard d'un nouvel opus, Eastern Boys. Le réalisateur met alors en scène une bande de jeunes migrants d'Europe de l'Est, qui bouleversent la vie tranquille d'un quinquagénaire homosexuel. Les autres, dans mes films, c'est à la fois quand même toujours des petits groupes. C'est pas l'ensemble des autres, c'est quand même des petits groupes agissant d'une manière ou d'une autre, des morts qui reviennent à la vie et qu'on remet au travail, des migrants qui viennent au fond chercher un peu leur dû aussi dans les pays riches. Et là, dans 120 battements par minute, j'ai un même sentiment qu'il n'y a pas de possibilité de puissance politique sans les autres. Mais je me demande si c'est pas lié inconsciemment au fait qu'il ait été dans un groupe à Act Up et voilà, et qui s'est constitué lui aussi au sein d'un groupe, construit politiquement au sein d'un groupe, et que ça laisse des traces évidentes dans sa façon de construire son cinéma. Les autres, dans 120 battements par minute, c'est le groupe d'activistes. Tous ensemble, ils décident de faire pression sur un laboratoire pharmaceutique, Melton Pharm, accusé de ne pas livrer assez rapidement les résultats de ses recherches. Pour préparer leurs actions, les militants se retrouvent pour des réunions hebdomadaires, dites RH. Un fonctionnement démocratique remarquable, basé sur le concept d'intelligence collective.
Pour moi, l'amphithéâtre, c'est comme un cerveau. C'est quand même comme une boîte où des gens se connectent comme des pensées, comme ça, comme des pensées qui circulent. C'est un endroit de pensée, c'est un endroit d'échange, c'est un endroit de débat, où la pensée se fait, où chacun appartient à des comités différents et où les gens prennent en main vraiment l'action politique. C'est ça que je voulais mettre en scène et que je trouvais qui n'avait pas été beaucoup mis en scène. Cette question de comment se forgent des pensées, des actions. Et en même temps, on voit que ça doit aller vite quand même. C'est pas du débat pour du débat. Les gens sont en train de mourir, donc de toute façon, il y a une urgence. Donc il y a une envie d'agir. Les mecs de chez Melton Farm attendent la prochaine conférence mondiale sur le sida pour annoncer ses résultats. Or, la prochaine conférence, elle a lieu à Berlin dans 1 an. Donc autant dire qu'ils en ont rien à foutre de nous. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller chercher directement les résultats nous-mêmes au laboratoire et de voir un peu ce qu'ils vont nous répondre. Voilà. Pourquoi ACT UP ciblait les laboratoires? Parce que les laboratoires pharmaceutiques, c'est le mal. C'est le mal total. On le voit aujourd'hui dans l'agriculture, Monsanto, enfin, tout l'agroalimentaire, c'est corporate international, c'est le diable. Melton Farm, assassin, t'as du sang sur les mains. Hey, attendez les gars, c'est ici. Envoie-moi une poche. Mais ça va pas, non? Non, ça va pas du tout. Ça va pas quand on est malade et on prend de la ZT toutes les 4 heures. Quand on a de la diarrhée toutes les nuits et des gens comme vous prennent leur temps et nous laissent crever. Alors voilà à quoi ressemblent des malades du sida si jamais vous en avez jamais vu. Attendez monsieur, attendez. On a parfaitement conscience de ce que vous pouvez traverser en tant que malade. Mais ça, c'est simplement Ah non, mais vous inadmissible. n'avez conscience de rien, monsieur. Sinon vous nous auriez déjà communiqué vos résultats. Monsieur, calmez-vous, vous ne parlez pas comme ça de votre On n'est collaborateur. pas obligé de procéder de cette façon. On peut peut-être s'asseoir à table et parler calmement. Nous on n'a pas le temps, nous, La hein. violence, On n'a pas le temps, nous. La violence ne résoudra rien. On est en train de crever, vous entendez ça? On a attiré quand même les plus radicaux de la communauté à l'époque. C'était un cliché de... Quand quelqu'un arrivait chez Aide et commençait à gueuler, on lui disait « Non, mais il y a une association pour toi, il faut que tu ailles chez ACT UP ». Donc on a toujours attiré les gens les plus ingérables de la lutte contre le sida et puis on les a accueillis, on leur a dit « Ok, ta colère, tu peux la canaliser ». Robin, c'était pas un radical assoiffé de sang, mais c'était quelqu'un quand même qui allait toujours sur la position la plus forte. Donc, il avait ce look un peu clean, gentil, tout ça, mais il rejoignait dans le vote, grosso modo, ce que les radicaux demandaient. Dans 120 battements par minute, radicaux et modérés s'opposent fermement. Une ligne de fracture qui s'établit dans le rapport à la maladie et à la mort. Thibault est un stratège qui a l'espoir de vivre, alors que Sean, très atteint par la maladie, a conscience que ses jours sont comptés. J'ai presque envie de dire que c'est la dimension Moïse et Aaron du film, c'est-à-dire que le personnage de Sean, c'est un peu Moïse, c'est-à-dire qu'il est pénétré des idées de la maladie, il l'incarne tellement fort qu'il est incapable par moment d'avoir de la distance. Il me reste 164 et des poussières. Ça me donne pas envie de discuter avec des gens qui se foutent de nous et nous font attendre des mois pour nous donner les résultats d'un essai qui vont peut-être se révéler décevants par ailleurs. Sean, tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Il y en a un, c'est une bombe. Et en fait, il est prêt à tout casser parce qu'en fait, ce n'est plus possible. Il n'a rien à perdre. L'autre, il a une vision à long terme pour le combat et pour ce qui va fonctionner. Le personnage du président de l'association, c'est quelqu'un qui, sans doute, se sent moins en danger vis-à-vis de la maladie et qui est presque plus dans la communication. Et que cette tension-là entre les deux, pour moi, elle est très importante dans le film. En tout cas, il y en a un qui y croit et l'autre qui n'y croit plus. On n'arrive pas à mobiliser sur la question des traitements. On est de plus en plus nombreux en réunion, mais on est toujours aussi peu nombreux, j'arrête pas de le dire, en commission médicale. Alors que c'est la commission la plus importante d'ACT UP. Ah bon, pourquoi c'est la plus importante? Mais parce que, je sais pas si tu te souviens, mais toi et moi, on n'a pas envie de crever, darling. Ah, parce que tu crois que tu vas survivre, toi?
Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je fais comme si. Ok. Cet affrontement entre modérés et radicaux a réellement existé. Thibault ressemble à Didier Lestrade, qui était alors président d'Act Up, tandis que Chen rappelle beaucoup la figure charismatique de Kloos Welle. Deux fortes personnalités que Robin Campillo a bien connues. Je pense que quelqu'un comme Kloos Welle, qui a inspiré un petit peu, mais même si c'est pas exactement le personnage de Sean, c'était quelqu'un qui se cramait, qui brûlait. C'est un personnage assez incandescent et qui donc perdait beaucoup de sa santé dans le travail à Act Up, qui était un travail très lourd en réalité. Si, comme dit Philippe, on n'est plus désespéré, eh bien reconnaissons-le et disons-le et ne faisons pas une journée du désespoir. Moi, je suis désespéré. Je suis désespéré parce que j'ai un copain mon meilleur ami est en train de crever à l'hôpital. Oui, je suis désespéré. Mais là, à cette journée du désespoir, j'étais pas désespéré. C'est pas vrai. C'est pas ça le désespoir. Ok, ben on avait 80 euros environ pour Act Up, j'ai acheté ce t-shirt. Kloos était drôle, fouteur de merde, insupportable. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire drôle parce que tout le monde l'adorait, fouteur de merde parce que Act Up a vraiment grandi grâce à lui. C'est-à-dire sa radicalité qui a fait qu'on est passé à un autre niveau. Insupportable parce que moi, il m'a foutu en l'air. C'est-à-dire j'étais devenu une cible ce que j'appelle les montagnards. C'était ceux qui étaient dans le fond de la salle et qui étaient les plus radicaux. Pour mettre en scène les débats internes qui opposaient les ténors d'Act Up, Robin Campillo a imaginé un dispositif de tournage. La grande question du film, c'est comment filmer la parole. Comment on filme des gens qui se parlent et comment ça devient intéressant au-delà du chant contre chant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on joue dramaturgiquement quand les gens parlent et comment on le met en scène. J'ai une méthode depuis Eastern Boys, une méthode avec ma directrice de la photo, avec Jeanne Lapoirie. C'est qu'on filme à plusieurs caméras, mais surtout, en fait, on fait quelque chose que moi j'adore, c'est qu'en fait, on ne fait pas de répétition, c'est-à-dire qu'on tourne tout. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes sur le tournage, on fait une première prise. Donc là, il y avait 3 caméras qui étaient placées le long de l'amphithéâtre, avec 3 perchman différents. Et on tourne une première prise, qui est une prise catastrophique, il faut bien le dire, où les gens ne savent même plus où ils vont, ils se plantent dans le texte, etc. Mais c'est pas grave, on reprend, etc. Mais ce que ça produit, c'est que les gens se sont jetés dans l'eau. Et on tourne toute la scène. Quand on tourne pas de répétition, tout le monde est un petit peu tendu parce qu'on sait pas ce qui va se passer. J'aime bien ce côté un peu surprise. Qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, je trouve qu'aux premières prises, il se passe toujours des choses en général incroyables et souvent bien. Je pense que je le pousse aussi plus par là. Comme il est quand même un peu stressé, il pourrait ne pas y aller. Et donc, sûrement, je dois le pousser. Et puis, ça doit lui plaire. Et là, il se passe un truc où, au bout d'un moment, les acteurs oublient les caméras, oublient qu'ils sont sur un tournage. Et ce que ça fait surtout, c'est que les dialogues passent de mieux en mieux, les gens trouvent leur marque, mais ce qui permet au montage de pouvoir utiliser des moments où ils ont une agilité verbale, des dernières prises, une élégance dans les mouvements, etc. Mais de pouvoir utiliser des choses plus heurtées, moins lisses, des premières prises, pour faire en fait des espèces de mouvements, de créer une musicalité un peu plus mouvante au fur et à mesure de la scène. Et moi, ça, j'ai trouvé ça passionnant à faire, et je pense que pour les acteurs, c'était aussi très important. Je pense que cette méthode de 3 caméras lui permet de choper absolument tout, et surtout, il nous faisait faire toutes les scènes en entier. C'est des scènes de 12-15 minutes.
tout le temps, toutes les prises, aucun pick-up, pas de reprise à un moment sur un dialogue. Donc ce qui fait que on a des moments où on est hyper frais, des moments où on est hyper fatigué, et lui après au montage pousse les curseurs. Lui il a envie d'un truc qui dérape un peu, qui soit un petit peu plus accrocheur, sale. Les monteurs, Robin, il faut le voir sur un plateau, c'est assez fou parce qu'il a, quand c'est à 3 caméras, donc il a 3 combos. Il a la caméra A, B, C, et en fait, il commence déjà à monter. En vrai, il commence déjà à appuyer sur les boutons de la A et la B, voir un peu comment il peut raccorder, comment il peut passer d'une chose à l'autre. Vu qu'il est déjà en train de faire son montage, de l'imaginer, il n'a pas peur, il sait ce dont il a besoin. Et quand il lui manque quelque chose, il sait qu'il lui manque quelque chose. Et il règle aussi beaucoup. Sur la première prise, hop, il revient, il règle un peu sa mise en scène à mesure. Et habituellement, à la 3e prise, on commence à être vraiment bien. Bon, et après, parfois, il se fait plaisir, il en fait 12, 13. Il ne m'a jamais dit, il faudrait que tu le dises comme ça, j'aimerais que cette ligne-là, elle soit comme ça, j'aimerais que ce déplacement, ce soit comme ça. Mais il m'a parlé très précisément de ce qu'il avait envie de raconter à l'image, de ce qu'il avait envie de raconter dans ce film. Il y a beaucoup de contrôle et en même temps beaucoup de liberté, et c'est quelqu'un de très paradoxal. Pour moi, il y a toujours ce truc-là, qui est que les personnages sont moins intéressants que les personnes que je filme. Et qu'en fait, les personnes que je filme parasitent les personnages auxquels j'avais pensé. Et en fait, les rendent plus intéressants parce que c'est comme s'ils les faisaient glisser vers des choses que je ne peux pas manipuler. C'est ce que disait Rossellini, pourquoi manipuler les choses puisqu'elles existent. Ce qui caractérise Robin, c'est vraiment la justesse de son regard sur le réel. C'est-à-dire qu'il me montre le monde tel qu'il est. On pourrait croire que ce sont des vraies scènes de documentaire à certains endroits, mais parce que justement, le rapport au réel est extrêmement fin. Je pense qu'il allait chercher principalement des acteurs homo parce qu'il avait peur de quelque chose de construit ou de joué. Moi, ce que je voulais recréer de l'époque, c'était une musique. Au fond, le parler pédé. Cette manière très politique de parler, de s'exprimer, etc. Et donc, leur façon de se tenir, leur façon de s'exprimer, leur façon de parler, tout ça, je pense qu'il était quand même très attentif au fait que ce soit au plus près de ses souvenirs, des gens qui voulaient montrer parce qu'ils ont été effacés, en fait, parce qu'ils n'ont plus de... parce qu'ils sont tombés dans l'oubli et qu'il y avait une envie de mémoire, je pense. Évidemment, c'est tous les anciens d'Act Up, c'est tous ceux qui ont connu cette histoire, mais on voulait pas faire un film de reconstitution. Ça a été une grande réflexion avec les costumes, avec la déco, c'est-à-dire reconstituer sans reconstituer. On n'a pas surjoué l'époque des années 90, on a mis Jean, Doc Martens. On a fait très attention à ce que ça reste un film qui parle au présent. Au début, très axé sur le fonctionnement collectif d'Act Up, le récit de 120 battements par minute se resserre sur la relation amoureuse entre Nathan et Sean. La fresque politique prend alors un tour charnel d'une grande intensité. C'est marrant parce que les gens ont tendance à me dire la première partie du film, c'est un film politique et la seconde partie, c'est une histoire d'amour. Moi, je crois pas à l'amour, je crois beaucoup à la romance, mais à l'amour réel, je pense que c'est une négociation, que c'est un couple qui négocie entre un type qui sait qu'il a de grands risques de mourir et un autre qui essaie de revivre une histoire qu'il a foirée 10 ans avant. Je sais que Robin le voit pas forcément comme une histoire d'amour, mais moi, je suis peut-être romantique, mais je vois vraiment une histoire d'amour entre ces deux personnages. Parce que l'amour, c'est trouver quelqu'un, mais c'est aussi trouver une cause, c'est trouver un engagement. Et je pense que l'engagement et l'investissement que Sean met dans cette lutte, c'est aussi de ça dont tombe amoureux Nathan. La sexualité, c'est toujours très intéressant à mettre en scène parce que c'est très différent. En fait, ça veut rien dire une scène de sexe en soi. Encore comme le sida n'est pas un sujet en soi, c'est qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer d'abord une sexualité qui soit pas trop performative
de ne pas faire des positions invraisemblables, etc., mais vraiment de montrer du désir. Le truc sur lequel il insistait énormément, il nous a peu parlé de ces scènes-là, ou les intentions, tout ça, mais il voulait juste que ça soit absolument pas mécanique, dans le sens performatif. Voilà, pas de sexe performatif, donc pas de ou des choses comme ça. Donc ça, on était très clair là-dessus et très cadré. Je pense que ni Nawel ni moi n'avions envie de faire ça de toute façon. Moi, j'adore faire ces scènes-là, en fait. Je trouve que, justement, c'est un peu comme tourner les premières prises. Enfin, il y a une espèce de tension qu'il n'y a pas dans le reste des autres scènes. Et puis après, on a eu beaucoup de chance sur ces scènes-là parce que les deux comédiens, ils sont allés vraiment à fond. Il y a eu plein d'histoires d'amour à Act Up, il y a eu plein de flirts, il y a eu plein de dragues. Les gens, d'abord à Act Up, baisaient beaucoup entre eux. Moi, malheureusement, pas tellement, mais bon, c'est pas grave. Et c'est vrai que Act Up est devenu presque un groupe protégé où on pouvait baiser entre nous parce qu'on avait la même conscience politique. Et je crois que c'est l'huile qui a permis de faire marcher le moteur, en fait, dans une certaine mesure. Si on avait été uniquement nourri par la colère et par le désespoir, je crois qu'on n'aurait pas réussi à devenir le groupe qu'on est devenu. À Act Up, l'intime et le politique étaient fortement liés. Dès l'apparition du virus, les militants ont défendu haut et fort l'utilisation du préservatif en matière de prévention. L'association a organisé des actions contre l'opposition de l'Église à la contraception, pour la sensibilisation des jeunes et la mise en place de distributeurs de capotes dans les lycées. Un combat nécessaire, car le sida a totalement bouleversé les relations sexuelles. Ce qui était terrible, c'est quand tu entrais dans ta sexualité et que voilà, t'allais rentrer dans quelque chose qui devrait être du côté de la vie et de la joie, et puis d'un seul coup, on te dit, en fait, ça, tu vas en mourir. Si tu baisses, tu meurs, en fait. On n'a pas de traitement, cette maladie tue, et il n'y a pas de communication là-dessus. C'est extrêmement fort. Quand est-ce qu'on a eu des communications sur les préservatifs? Mais quand? Combien d'années il a fallu attendre? Il y a eu un préservatif déroulé sur la Concorde. Mais ça, c'est les associations. C'est pas la santé publique. Comment c'est possible que le programme de santé publique n'ait pas tout de suite mis en place ça? Sida, nos amis meurent, nous sommes désespérés. Sida, nos amis meurent, nous sommes désespérés. La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est Sida, que cesse cette hécatombe. Act Up, on a à la fois la capote, pour nous, ça devient un truc très important parce que c'est aussi parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, ça nous permet de retrouver la liberté sexuelle. Enfin, on pouvait baiser comme on voulait. Si la pulsion de vie passe par le désir sexuel, elle s'exprime également à travers la musique et la danse. Le titre même du film, 120 BPM, raconte une page de l'histoire musicale, l'apparition de la house music. C'était la musique qui nous environnait tout le temps. C'était une musique festive. C'est quelque chose qui me revenait sans cesse quand je pensais au film. Et donc, je suis allé chercher Arnaud Robotini parce qu'il avait quand même aussi un parcours. Il a commencé quand même à être DJ dans les bars gays. Quand il m'en a parlé, il m'a fait lire le scénario. Il y avait des références et des références de titres classiques qui ont été nos références. Donc vraiment, la house entre 1993 et 1995, comme le film se passe à cette époque-là. Et c'est une musique qui a à voir avec la pulsation, puisque c'est vrai que 120 battements par minute, c'est la pulsation, c'est 124 ou 125, Didier Lestrade pourrait vous le dire mieux que moi.
120 BPM, c'est le rythme typique de la house. C'est sa particularité, c'est cette régularité dans le tss, tss, tss. La house music est née dans la communauté homosexuelle. Elle est née à New York, à Chicago, à Détroit. Et tous les originateurs de cette musique, presque, ont un rapport direct avec cette communauté. Pour moi, c'était une sorte de blues des minorités de cette époque-là. C'était le blues des gays. C'était vraiment une musique étendard. La musique a été quand même un lien qui nous a permis de traverser des années très dures parce que la danse, et on le voit très bien dans le film, c'est un des rares moments où on est ensemble, où on peut s'extérioriser, où le corps a une autre fonction que de souffrir de la maladie, il se défoule. Le corps n'a plus besoin de mots, n'a plus besoin de logique, n'a plus besoin du logos, de rhétorique. Les gens sont comme des planètes qui sont dans un système d'attraction universelle, comme ça, dans le noir. Les corps se mêlent, les corps se touchent, on parle plus, on exprime par le corps, on fait l'amour, on s'embrasse. Moi, c'est ça que je trouvais très beau à filmer, et c'est pour ça que j'ai arrêté tous les dialogues qu'il y avait dans la boîte de nuit, comme si ces dialogues, d'un seul coup, étaient impurs. Cette scène est inspirée par le fait que Jimmy Somerville, qui était un copain de Didier Lestrade et qui a donné de l'argent pour la création d'Act Up Paris, fait un concert en faveur d'Act Up Paris au Cirque d'Hiver. Donc il joue des morceaux et au bout d'un moment, il chante Small Town Boy. Et là, les gens dans la salle sont bouleversés. Robin, il me fait, oui, je voudrais faire un remix de Bon Ski Beach. Je dis, bah, sympa le cadeau empoisonné, parce que c'est quand même un standard de la musique électronique. Jamais je me serais permis cette idée-là de me dire, tiens, je vais faire un bootleg, je vais faire un remix de ci. Jamais j'aurais osé toucher un truc pareil. Et en plus, il me dit, oui, je voudrais avoir la nappe et la voix To Your Soul au début. À quel point il pensait, c'est BO. Et je lui dis, bah, écoute, franchement, il n'y a pas besoin de faire un remix. Il y a la version du maxi original qui dure 8 à 9 minutes, 9 minutes, ouais, et où il fait quasiment tout le morceau synthé-voix avant qu'il y ait le rythme qui se mette en place. C'est très, très beau. Hein. Quand j'ai entendu, c'est-à-dire la version éclatée, et que je me suis aperçu que je pouvais avoir la voix de Jimmy Somerville tout seul, ça produisait beaucoup d'émotions sur moi. They talk about around town as they put you down. And as hard as they would try, they'd hurt to make you cry. But you never cry to them, just to your soul. Le club, c'est là où on réalise qu'il y a des personnes qui sont plus là. On le voit dans le regard d'un des personnages, c'est-à-dire qu'il est content mais il y a une personne qui manque.
Et le dance floor, c'est quelque chose de très dramatique. C'est là où les gens, bien sûr, s'expriment, mais c'est un endroit qui est marqué de souvenirs. Une chanson qui arrive, tout d'un coup, ça vous remet 5 ans en arrière. C'est peut-être la chanson que vous partagiez avec quelqu'un qui a disparu. En fait, le club devient le miroir de la perte. Et donc, des fois, c'est tricky. La personne qui manque sur le dance floor, c'est Sean. Épuisé par la maladie, il n'a plus la force d'aller danser, ni même de militer au sein d'Act Up. C'est depuis son lit d'hôpital qu'il assiste en simple spectateur à un nouveau zap contre le laboratoire Melton Farm. Il n'existe aucun traitement efficace contre le sida au début des années 90. Les premières trithérapies n'arriveront en Europe qu'en 1996. On est dans la période la plus tragique, je dirais, de l'épidémie, où c'est forcément associé à de la mortalité. Et en général, le sida peut durer, sans traitement, 1 an et demi. Quand on n'a rien à proposer à quelqu'un, on construit avec la personne. Et les échanges uniques qu'il y a eu entre les cliniciens qui se sont occupés de ces patients et les patients ont fait qu'il y a eu un échange théorique, c'est-à-dire que chacun expliquait où il en était. C'est vrai que c'est la première fois, dans une épidémie, surtout nouvelle, que des malades, dès le début, se disent « Ok, les médecins sont dépassés, l'État n'y comprend rien, c'est nous-mêmes qui allons enquêter sur les possibilités thérapeutiques de tels produits. » Et ce fait que les patients deviennent experts était vraiment très original, parce qu'autrefois, le médecin a le savoir et le patient patiente. Et on le voit très bien dans le film. Nous, cet essai nous posait déjà beaucoup de problèmes. On en avait parlé ici quand on nous annonçait il y a quelques mois qu'il allait s'étendre sur plus d'1 an. Bon, mais là, à la lecture du protocole, il semble que ça pose encore plus de problèmes que prévu. Pourtant, on a essayé de réduire la durée de l'essai, comme vous l'aviez demandé. Oui, mais là, la durée, c'est plus le problème. Ah bon? Non. Nous, ce qui nous a tout de suite choqué, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des associations, hein, pas simplement ACT UP. Ce qui nous a choqué, c'est le nombre de ponctions nécessaires au fil de l'essai. C'est dingue. Oui, mais c'est un enjeu extrêmement important. Observer ce qui se passe dans les ganglions, c'est primordial. On est tout à fait d'accord, mais vous avez déjà subi une ponction des ganglions? Non, mais je sais que c'est pas très agréable. Ouf, non. Mon personnage, donc Thibaut, il était très fort parce qu'en fait, il avait la connaissance. Et moi, je me suis amusé pendant le tournage aussi à lire un maximum pour être hyper prêt. Par exemple, dans cette scène où on parle des protocoles avec les représentants des labos, les représentants des pouvoirs publics, à la fin, il y avait une petite impro et moi, j'étais prêt à improviser sur tout. Et comme les autres, des comédiens, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient dire ou pas, mon plaisir, c'était de les défoncer. Ils pouvaient plus réagir, ils étaient bloqués. Vous êtes là pour être transparent, pardon, on n'avait pas compris. En fait, vous allez nous donner les résultats des analyses sur les antiprotéases? Ah mais c'est super! Ah ouais, c'est super, c'est super. Il aurait fallu nous le dire, en fait. Mais ça servira à quoi? On n'a pas les résultats définitifs. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être un expert pour interpréter ce type de document. Non, ça fait 4 ans que je lis toute la littérature scientifique sur le sujet. Oui, permettez-moi de croire que je serai capable de lire les résultats partiels de votre essai sur les antiprotéases. Nous avons une expertise. J'ai développé une expertise en effets secondaires, j'ai une expertise en vomissement, en diarrhée. J'ai une expertise et il est peut-être temps que vous l'écoutiez. Sans les industriels, nous ne serions jamais arrivés à la panoplie de traitements que l'on a eu aujourd'hui. Donc ce sont des partenaires essentiels, mais à l'époque, on avait l'impression qu'ils retenaient les informations. Pour autant, c'est le temps de la science, mais c'est pas le temps de quelqu'un qui est en train de mourir. Nathan a installé son compagnon chez lui et l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. Le groupe se retrouve alors pour sa veillée mortuaire. Quand on a tourné la scène en une nuit.
Et les acteurs qui n'avaient pas vu Naouel depuis un moment sont rentrés dans la maison, filmaient ça à la queue leu-leu parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et ils allaient voir le corps et ils faisaient comme ils pouvaient. Et là, pour le coup, il a fallu faire attention à ce que les gens ne soient pas trop émus. Alors je leur disais, les larmes ne peuvent pas venir maintenant. Comment on réagit quand on apprend une mort? Quand on apprend une mort, c'est ça. On est comme ça, en fait. Il m'aide à comprendre mes propres sensations. Mais pour moi, Robin, c'est là où il est vraiment rare. Je pense qu'il a revécu beaucoup de choses pendant tout le film, mais là, ce moment-là, il y avait quelque chose de très personnel, donc il y avait beaucoup de pudeur de sa part. J'ai vécu la scène de la fin, c'est-à-dire d'arriver après que quelqu'un soit mort, habiller le corps, etc. En fait, on a toujours peur de l'émotion de l'autre, de la personne qui doit être plus émue que soi, c'est-à-dire là, le petit copain qui survit, la mère qui est là, etc. Donc en fait, on est dans un truc où on se dit, on a peur de ses propres émotions, donc on se contient, mais en même temps, on ne se force pas trop, parce qu'en fait, c'est comme si on avait reçu un coup de poing dans la figure, on est plutôt sonné qu'ému. On n'arrive pas à croire encore que c'est la réalité. La lutte contre la mort est au centre de l'expérience d'Act Up. Pour conjurer leur désespoir, les militants osent transformer les enterrements en actes politiques. Le militant sida, il est utilisé jusqu'au bout. C'est-à-dire que même son décès est utilisé à des fins politiques et après son souvenir est utilisé à des fins politiques. Donc le fait de consacrer ses cendres, pas à la famille, du moins 20% à la famille, mais le reste pour le groupe, c'est une manière de prouver que la conviction politique continue après la mort. Cette grande séquence de la mort de Sean où ses amis reviennent, où le collectif revient, réentre dans l'intimité de ce qui va être la mort. Et c'est étonnant, c'est que quand la mort est là, la vie reprend. D'un seul coup, tout le groupe revient et tout le groupe refait une dernière action comme une espèce de baroud d'honneur, comme si le personnage continuait d'exister politiquement, puisque ce sont ses cendres. Il est absent et à la fois il est présent dans la scène. Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2017, 120 battements par minute est également couronné de 6 Césars et sera nommé pour représenter la France aux Oscars. Avec 855 000 entrées, l'engouement populaire dépasse le cadre des salles de cinéma, comme si le combat pionnier d'Act Up était enfin reconnu à sa juste valeur. Quand le film arrive, oui, je pense qu'une partie de la société, en tout cas, est prête à regarder le film en face, et est prête à dire, et est prête un peu à faire son mea culpa d'une certaine façon. Autant à l'époque, on était considérés comme des parias, comme des gens un peu infréquentables, qu'on donnait une mauvaise image de l'homosexualité, qu'on n'aidait pas la lutte contre le sida, etc. Et puis soudain, ça faisait consensus. En fait, les médias ont plébiscité ce film
parce que c'était leur propre culpabilité qu'ils étaient en train de régler en disant « le film est merveilleux » et tout ça. Mais Robin est revenu avec ce film pour rappeler à la société ce qu'était le sida. Donc le film a permis à une nouvelle génération de découvrir ce qu'était ACT UP et comment ACT UP pouvait être séduisant en termes de groupe politique. Je pensais que ça serait réservé à des spectateurs qui vont voir des films d'arrêt d'essai, un public d'homosexuels ou de gens attirés par ces thématiques-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tout le monde veuille le voir, se reconnaisse, soit touché par ça. J'étais halluciné des jeunes qui nous envoyaient des messages en disant on veut créer une association, comment on fait, je veux m'engager politiquement après avoir vu ce film. Moi, des choses qui me fait le plus plaisir dans le film, c'est d'avoir rendu des choses qui étaient minoritaires, de leur avoir donné leur statut d'événement historique. Par exemple, le jour, la Gay Pride, où une dizaine de militants d'ACT UP décident de s'habiller en pom-pom girls et de scander des molécules pour qu'on s'encule. Le phénomène est quand même minuscule. Et moi, j'étais très content de donner ces lettres de noblesse à ce petit moment et d'en faire un moment d'histoire comme une espèce de pivot historique de la lutte contre le sida. Et ça m'amuse. Et après, d'une certaine manière, la conscience des gens qui crachaient sur ACT UP à l'époque et qui trouvent ça formidable, etc., au fond, ça ne regarde qu'eux, quoi. Moi, j'ai fait mon job d'essayer de rendre justice à cette époque-là.